Banquier de formation, vous avez commencé votre carrière comme analyste risque en 2001 chez Citigroup au Gabon. Puis, vous rejoignez le département Moyen-Orient du FMI à Washington en 2002 comme économiste visiteur. De retour à Libreville en 2003, BICIC vous recrute et pendant 7 années, vous y gravissez les échelons. En 2007, direction UBA, une autre banque, pour en être le directeur de la trésorerie. Grâce à ces expériences, vous développez des connaissances en matière de gestion et de financement d'entreprise, ce qui va par la suite intéresser le fonds de capital investissement spécialisé sur l'Afrique, à savoir Emerging Capital Partner, pour développer en qualité de directeur général adjoint la filiale gabonaise de Aura Group, la 4e banque du pays, banque de référence des PME. Monsieur Biendi Maganga Moussavou, vous restez à ICP de janvier 2011 à octobre 2016, date de votre entrée au gouvernement en qualité de ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, chargé de l'entrepreneuriat national. Vos compatriotes vont alors vous découvrir à travers votre action et votre engagement. En février 2018, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, chargé du programme Graines. Un an après, vous revenez au ministère des PME, chargé de l'entrepreneuriat national, et 2 semaines plus tard, retour au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, poste que vous occupez à ce jour. Et voici face à vous avec Biendi Maganga Moussavou. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le ministre et bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir. Bonsoir Marielle Biogou. Bonsoir Manix, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Marielle. Monsieur le ministre, comment se passent les concertations nationales en prélude au sommet mondial sur les systèmes alimentaires à New York, qui vont avoir lieu à New York en septembre? Elles se passent très bien. Elles ont le soutien de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane-Osuka, qui est venue lancer pour montrer notre engagement, l'engagement de tout le gouvernement, à inclure le maximum de Gabonais, le maximum de composants de notre pays dans la discussion. Et je suis satisfait en tant que coordonnateur national de ces concertations nationales de voir combien de fois les jeunes et les moins jeunes participent à ces échanges qui sont des échanges de contribution. C'est la première fois que nous avons l'occasion, ici à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, d'établir une feuille de route qui est vraiment une feuille de route importante, un moment stratégique où le monde est frappé par la Covid-19 depuis bientôt 2 ans et où nous sommes engagés dans le développement de nos productions locales, les circuits courts d'approvisionnement. Nous sommes engagés à protéger la production nationale dans les moments où les changements climatiques sont importants. Donc c'est important de sensibiliser non seulement la communauté nationale au travers de ces échanges et d'expliquer aussi au monde entier quelles sont nos particularités et quelle est l'utilité en réalité, quel est l'apport du Gabon avec ses forêts dans l'équilibre planétaire. Je vous donne le programme donc, de ce numéro de Face à vous. En première partie consacrée à l'échange en tant que tel avec Marielle et moi, on parlera des réformes, premier axe de discussion. Ensuite, plan d'accélération de la transformation et économie de l'agriculture. Programme Graines, formation, retour à la terre, réalité ou discours politique, vous allez nous dire. Ensuite, vous prendrez les questions de vos compatriotes et ce sera donc ensuite le tour à la seconde partie de notre émission réservée à un face-à-face, à un débat avec un contradicteur que vous allez découvrir. Très bien. Vous êtes prêt, Monsieur le ministre? Je suis à votre disposition. Allez, c'est parti, face à vous. Vous avez un rôle central, Monsieur le ministre, dans l'exécution du plan d'accélération de la transformation, tout comme la filière forêt-bois. Mais alors, quelles sont les réformes que vous avez engagées à cet effet, Monsieur le ministre? D'abord, c'est une responsabilité importante. Et je voudrais ici dire toute la gravité avec laquelle j'assume cette responsabilité au sein du gouvernement. Une responsabilité qui est de servir de moteur de l'accélération de la transformation de notre économie. Comme vous le savez, nos ressources pétrolières ont diminué depuis 10 ans et représentent une proportion de moins en moins importante de nos ressources budgétaires. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a engagé notre pays dans la diversification de notre économie. Et l'agriculture occupe depuis plusieurs années une place de choix dans ces orientations stratégiques. Donc il me revient de mettre en musique cette vision politique. De quelle manière? De manière très simple,
en faisant en sorte de doter notre pays de fondamentaux. Vous savez, il y a une idée à laquelle je pense qu'il faut tordre le cou. Dire qu'il pleut au Gabon, tout pousse. Non, ça c'est bien pour l'agriculture traditionnelle, pour l'agriculture itinérante sur brûlis. Mais là on parle d'une vraie agriculture, on parle d'un système alimentaire, on parle de nourrir la population sans discontinuer et d'assurer les approvisionnements, d'assurer une production qui soit équilibrée. Donc ça passe par la mise à disposition de terres agricoles, un changement de pratique culturelle, c'est-à-dire rompre avec les habitudes que nous avons héritées depuis des millénaires sans jamais les remettre en question. Désormais, nous devons pratiquer une agriculture moderne, avec des techniques modernes, avec des semences modernes. Donc, l'importance d'avoir des semences à haut rendement, inclure la recherche dans notre dispositif de mise en œuvre de la politique agricole, former les jeunes, former les femmes, donner accès à la transformation, accès à une chaîne de valeur, intégrer nos agriculteurs dans des chaînes de valeur, c'est nous appuyer sur un encadrement qui soit optimal. Je parle par exemple de l'encadrement des vétérinaires. Vous avez vu tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement en défendant devant le Parlement deux lois importantes, une loi sur la médecine vétérinaire et une loi sur le médicament vétérinaire. Vous voyez, toutes ces orientations qui viennent inscrire l'agriculture gabonaise dans une perspective durable et non pas en gardant toujours un petit côté, je dirais, utopique, alors qu'on n'a pas déjà assis les bases du développement. Monsieur le ministre, quand on parle d'agriculture avec grand A, on pense également à la pêche, à l'élevage, et on en viendra tout au long de cette émission. Vous avez circonscrit, parmi les réformes que vous avez apportées, la pêche du thon sur les eaux territoriales gabonaises. Quel profit le Gabon aujourd'hui va désormais pouvoir tirer à travers cette décision? Circonscrit la pêche sur le territoire gabonais, je pense que ce que nous avons fait, c'est déjà faire en sorte que la communauté internationale, en même temps que la communauté nationale, prenne conscience que nous sommes une nation de thon. Vous avez positionné le Gabon alors? Jusqu'à plusieurs années. D'ailleurs, nous tous, nous avons grandi sans même avoir à l'esprit que nous avions du thon en quantité importante. On connaît plus la sardine que le thon. Absolument. Mais ce qui est important, c'est de dire que ce que nous mettons en œuvre, c'est la vision Gabon bleu du plan stratégique Gabon émergent qui retrace, qui articule, qui décline la vision politique du chef de l'État. Et ici, en mettant en évidence notre potentiel, nous sommes désormais le deuxième partenaire de l'Union européenne grâce à la signature récente d'un accord de partenariat de pêche durable. Et c'est important parce que ça nous donne une carte de visite. Aujourd'hui, sur la carte, on sait que le Gabon est le deuxième partenaire de l'Union européenne, que le Gabon a un potentiel de développement de l'industrie thonière et que nous avons la possibilité de signer, de développer des emplois dans cette filière thonière. Et en termes de chiffres, monsieur le ministre, qu'est-ce que cela peut apporter à l'économie gabonaise? Écoutez, 32 000 tonnes de thon, c'est 32 millions de kilogrammes de thon par an. Si vous multipliez ça par la valeur d'un kilogramme de thon transformé, c'est-à-dire en boîte, à peu près 18 000 francs, ça vous place autour de 576 milliards de francs CFA. C'est plus que pas mal. On va dire c'est bien plus que pas mal. Développer le hub thonier, comme Madame le Premier ministre l'a rappelé dans sa déclaration de politique générale, ici à Libreville, c'est faire en sorte qu'en plus du thon pêché dans nos eaux, nous puissions attirer aussi le thon pêché dans les eaux des autres pays. Donc un potentiel de transformation que nous devons accompagner avec la mise en place d'usines. Donc nous avons une stratégie simple sur la question. Et actuellement, nous en sommes où? Est-ce que ces usines existent déjà? Vous savez, nous avons une usine qui est du côté de Barracuda, qui est une usine très belle, usine que à la relance de laquelle nous travaillons. Et nous pensons, à côté de cette usine, implanter une autre usine du côté du port. Donc la task force qui a été mise en place dans le cadre du plan d'accélération de la transformation, le PAT, travaille d'arrache-pied à rendre ça concret. Nous avons un atout pour cela,
c'est que nous avons la volonté, nous avons le potentiel et nous avons aussi les financements qui devraient nous permettre d'aller dans ce sens. Donc je pense que c'est le moment de tous regarder positivement dans cette direction et de croire en la volonté et la détermination du ministère en charge de la pêche et partant de l'ensemble du gouvernement de concrétiser cette Pourquoi pas, monsieur le ministre? Nous sommes de plein pied dans la partie économique. Très bien. Plan d'accélération et économie de l'agriculture, Marielle. Oui, et comme on parlait déjà de pêche, j'aimerais qu'on parle un peu du CAPAL. En termes de chiffres, qu'est-ce que cela représente dans l'activité économique? Comment l'État gagne-t-il à travers le CAPAL? Ce qu'il faut comprendre, c'est le rôle du CAPAL. Le CAPAL a pour rôle, concrètement... Le centre d'appui à la pêche artisanale. Exactement. A pour rôle de canaliser la pêche. Oui. Il réduit le débarquement, je dirais, clandestin de poissons. Il réduit un peu l'anarchie dans le secteur, puisque si vous ne canalisez pas les pêcheurs, ils vont débarquer là où ils veulent et vous avez du mal à quantifier le niveau des captures. C'est important parce que c'est important d'avoir ce monitoring de l'activité des pêcheurs. Vous savez que la pêche peut, à certains égards, être source d'interrogation en termes parfois de trafic, en termes parfois de problèmes de sécurité. Oui. Et c'est important de pouvoir savoir où sont les pêcheurs. Récemment, nous avons installé, dans le cadre d'une décision gouvernementale, des balises sur plusieurs embarcations de pêche artisanale pour pouvoir savoir exactement où vont les pêcheurs gabonais. Vous savez que le Gabon a non seulement des aires marines protégées, qu'il doit protéger, non pas en suivant chacune des embarcations, mais aujourd'hui avec un système innovant qui est une première mondiale, développé avec notre partenaire CLS, et qui permet de savoir à tout moment où se situe un pêcheur, quel a été son itinéraire, s'il viole la limite d'une aire marine protégée, mais surtout pour lui-même d'être notifié, de recevoir un message sonore lorsqu'il est dans une situation interdite. Et ça marche bien, ce système? Ça marche très bien, on l'a testé pendant plusieurs mois. Plusieurs mois, ça a été un travail acharné. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le Gabon, lorsque ces pêcheurs vont en mer, ils disposent d'un bouton panique pour pouvoir signaler s'ils ont des problèmes. En tout cas, nous avons un système de surveillance, un centre de surveillance des pêches qui est très bien organisé. Ah oui. Et là, nous avons renforcé l'organisation. Ça permet donc de conserver mieux aussi nos stocks halieutiques, parce que la mer, c'est peut-être pas visible à l'intérieur, mais c'est pas inépuisable. Donc il faut gérer le cycle de reproduction des poissons et faire en sorte donc que la pêche sur nos aires marines protégées soit vraiment protégée, faire en sorte de canaliser l'activité des pêcheurs et les suivre, même eux-mêmes pour leur bien. Donc les centres de débarquement de pêche comme le CAPAL sont des centres où vous formez, sont des centres où vous organisez la commercialisation aussi du poisson. Et donc ça donne combien en termes de chiffres à l'État? Mais en termes de chiffres à l'État, la contribution du secteur pêche au PIB, c'est environ 2%. Mais c'est ce chiffre que nous voulons augmenter considérablement. Mais la réalité, c'est que ce que ça donne, c'est surtout pour le consommateur gabonais, la ménagère, les chefs. Pour une consommation rapide. Exactement, pour une consommation rapide pour les familles, pour faire en sorte que nous puissions, même dans le cadre des politiques que nous mettons en œuvre, travailler de concert avec les armateurs, avec les pêcheurs et faire en sorte que les Gabonais puissent manger le poisson pêché dans leurs eaux. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de l'Agriculture depuis 2018, vous avez appris à maîtriser ce département, mais on se fait encore livrer de la tomate par nos voisins du Cameroun. Comment on peut arriver à passer d'une agriculture de subsistance afin de devenir aujourd'hui une agriculture industrielle et arriver enfin à l'autosuffisance alimentaire? Non, moi je pense qu'il faut déjà régler les choses. Se faire livrer des tomates par nos voisins du Cameroun n'est pas un mal. Non, pas du tout. Voilà. C'est se faire livrer toutes les tomates que nous mangeons par nos voisins du Cameroun qui est le problème. Et à ce sens, je pense que beaucoup d'efforts ont été faits déjà avant moi
avec tous mes prédécesseurs pour développer, dans le cadre, on a vu le programme Prodiag avec l'IGAD, permettre de former plusieurs Gabonaises et Gabonais dans le maraîchage, encadrer les maraîchers pour pouvoir développer aujourd'hui une offre nationale de produits maraîchers. On voit comment aujourd'hui nous déployons au travers des formations financées par la Banque mondiale dans le cadre du PRODES, ou avec l'IGAD ou avec l'ONG DRC Africa, nous organisons des formations diplômantes duales, 75% pratiques et 25% théoriques, pour avoir des agriculteurs qui soient conscients des bonnes pratiques, qui soient bien formés, et de manière pratique et de manière théorique. Puisque vous parlez de formation, Monsieur le ministre, rapidement quand même, pourquoi aujourd'hui le Gabon ne dispose toujours pas d'écoles de formation au métier de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche? Alors, le Gabon, en réalité, révise son logiciel. D'accord. Voilà. Et révisons-le ensemble. Je vous invite à ce que nous le révisions ensemble en vous disant exactement ce que nous sommes en train de faire en matière de formation. Il ne faut pas que ce que je vous disais auparavant passe inaperçu, parce que c'est perçu par nos partenaires techniques, par nos partenaires financiers comme une innovation. L'innovation, c'est d'aujourd'hui pouvoir former les agriculteurs sur le site même des exploitations et de pouvoir leur délivrer un diplôme. Donc vous leur délivrez un diplôme qui soit de proximité, un diplôme qui leur permette d'avoir réellement un métier, d'avoir la main. Et ça, c'est une innovation. Et ça, cette innovation, elle a été permise grâce à un décret du président de la République que nous avons porté, Madame le ministre de la Formation professionnelle et moi-même, et donc qui nous permet aujourd'hui de déployer ces formations. Ces formations étant déployées, il faut retenir que traditionnellement, le Gabon dispose de l'École nationale de développement rural d'Oyem, que nous sommes en train de réhabiliter dans le cadre du projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1. Avec quel type de curricula? Ce sont des curricula qui permettent de former un large panel de catégories de jeunes. C'est pas théorique, Monsieur le ministre, c'est beaucoup plus pratique. Ah non, c'est toujours... En fait, la formation agricole, elle dans est notre duale, vision, à la fois elle théorique et est pratique. théorique, elle est pratique. Surtout à l'École nationale de développement rural d'Oyem, elle est théorique et pratique. Mais là, ici, nous avons renforcé les curricula dans le cadre d'une convention avec le BIT, le Bureau international du travail, qui a l'expertise pour pouvoir renforcer les choses. C'est près de 2,5 milliards qui vont être injectés dans ce projet pour faire que nous ayons des personnes de mieux en mieux formées. Ce projet est assorti de bourses qui vont permettre, dans le cadre d'un fonds de développement agricole, que ces jeunes Gabonais formés à l'ENDR puissent s'installer dans des diverses terres dont nous disposons aujourd'hui, tout le monde le sait. Monsieur le ministre, ce qu'il faut rajouter pour la formation, si vous permettez, c'est que nous avons lancé tous les appels d'offres pour le lycée agricole de Libamba, qui a commencé ses activités, mais pour lequel il manque la partie ferme-école. Ferme-école, les appels d'offres ont été lancés et les travaux de la ferme-école vont commencer. Donc actuellement, ils sont juste sur la théorie à Libamba? Ils sont sur la théorie, c'est important la théorie aussi quand on forme des lycéens agricoles. Monsieur le ministre, on retrouve encore des produits impropres à la consommation, aussi bien sur les étals que dans les grandes surfaces. Et du coup, on s'interroge sur le rôle et les missions qui sont assignées à la GAZA, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, monsieur le ministre. Bon, voilà encore une idée un peu reçue. Voilà, on retrouve. Vous êtes là pour faire un démenti et pour apporter des éclaircies, monsieur le ministre. Oui, pour peut-être. Mais vous n'allez pas nier qu'on ne retrouve pas des produits impropres à la consommation sur les étals, quand même. Je trouve que c'est un peu trop catégorique. C'est un peu trop catégorique. C'est un peu alarmiste. C'est un tout petit peu défaitiste. La GAZA, cette année, de janvier à juin, a réalisé près de 9000 contrôles, a comptabilisé de manière tout à fait, rigoureuse ceux qui rentrent sur le territoire national. C'est un établissement qui a été créé il y a presque 10 ans, qui aujourd'hui est monté en puissance, se déploie au travers les postes d'intervention aux frontières, se déploie auprès des importateurs, auprès des exportateurs. Donc pas de façon ponctuelle. Non. La GAZA est présente de façon permanente. Absolument, absolument, avec des contrôles permanents. À partir du port d'entrée de produits. Absolument, que ce soit les points d'entrée aériens, terrestres ou maritimes.
Je veux dire, c'est une agence que tous les acteurs de la distribution, du commerce connaissent. Mais à quel niveau se situe encore la faille, puisqu'il y a quand même des produits impropres à la consommation qui arrivent sur le marché? Ben justement, la faille se situe dans le fait que on déclare seul que des produits sont impropres à la consommation. Dire qu'un produit est impropre à la consommation, c'est qu'on ait passé au travers d'un process qui est certifié et qui permet de dire que ce produit réellement a été testé. Il y a eu des analyses et on a trouvé que ce produit est impropre à la consommation. Qu'est-ce que je devrais faire, moi, Marielle Biogou, lorsque je vais acheter des fruits ou du poulet au supermarché? Est-ce qu'il faudrait que je reparte à la Gaza analyser toutes mes courses ou bien? Déjà, l'ensemble des produits qui rentrent sur le territoire national sont testés. Ils viennent de pays avec lesquels nous avons des relations. Nous avons vraiment des relations de travail, des relations de coopération. Monsieur le ministre, pardonnez-moi, mais ça c'est un contrôle a priori. Après, il y a la vente qui est a posteriori, il y a la consommation. Il y a les détaillants qui, eux, nous revendent ces produits qui sont parfois impropres. D'ailleurs, la Gaza mène des campagnes de destruction de produits. Est-ce que la Gaza se limite juste au contrôle en amont? En amont, a priori. Il y a des questions, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Expliquez-nous, il y a l'entrée du produit, vous avez l'entrée du produit, vous avez la vie du produit, donc le respect de la chaîne de froid. Il s'agit de ça. Est-ce que les distributeurs respectent la chaîne de froid? Ça aussi, ça relève de la responsabilité de la Gaza. Oui. Comment les revendeurs, dans quelles conditions organisent-ils la conservation des produits? Ça aussi, ça fait partie du rôle de la Gaza. Tout comme lorsque la Gaza détermine les conditions de commercialisation du manioc, par exemple. Du manioc qui nous vient en sac et en pâte, qu'il doit être transformé en manioc. Tout ça, ça fait partie du process de contrôle de la Gaza, tout comme quand la Gaza contrôle les conditions de commercialisation de la restauration de rue. Vous voyez, c'est un large éventail de responsabilités. Et pour mieux assumer ces responsabilités, la Gaza a finalisé la construction d'un laboratoire de dernière génération qui lui permettra de faire les analyses de microbiologie. Lui permettra à quelle période, Monsieur le ministre? En 2021, 2023? Il n'y a qu'à voir la situation dans laquelle se trouve ce laboratoire. Ce laboratoire est achevé, tous les appareils sont arrivés à Libreville. C'est une question sérieuse, Monsieur le ministre. La question de santé publique, oui, mais écoutez bien, justement, pour bien comprendre les questions de santé publique, il faut bien écouter. Donc, le laboratoire est fini, l'étalonnage, c'est-à-dire le réglage des appareils pour qu'ils puissent être fonctionnels est en cours. Nous sommes dans une situation où nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que le laboratoire de la Gaza, d'ici 1 ou 2 mois, sera totalement opérationnel. Et donc, elle est désormais mieux outillée, notre Gaza. Quelle est aujourd'hui la nature de votre collaboration, vous, l'État, avec la Kestab? Écoutez, en ce qui concerne la Kestab travaille beaucoup avec la Gaza pour améliorer les conditions déjà de stockage dans ses entrepôts, le stockage du café, du cacao. Les activités de la Kestab ne sont pas très développées, en tout cas pas autant que nous le souhaiterions, mais nous continuons d'avoir un rapport avec cet établissement. Est-ce qu'on continue de maintenir la Kestab ou il faudrait aussi arriver à un moment à la supprimer, puisque on remarque qu'elle a les mêmes missions que l'État? Peut-être que vos programmes de formation sont passés au-dessus de ceux que faisait déjà la Kestab à son époque. Aujourd'hui, il faut dire que le secteur de la production du café et du cacao est totalement libéralisé. Voilà, c'est libéralisé. Donc on ne peut pas, dans un environnement libéralisé, dire que tel ou tel acteur ne devrait plus exister. Ce qu'on peut dire, c'est peut-être recentrer les efforts de cet établissement vers tout ce qui permettrait justement d'attirer des investisseurs, de travailler à mettre en place des terres au bénéfice des producteurs de café et des producteurs de cacao. Monsieur le ministre, une dernière question avant de répondre aux questions de vos compatriotes. Le secteur de l'élevage est en pleine possession des expatriés, ce n'est pas un secret. Alors, c'est parce que vous n'avez peut-être pas encore formé, ni incité les gens à faire de l'élevage. Alors, est-ce qu'on peut espérer un jour une nationalisation de ce secteur de l'élevage dans sa globalité afin de maîtriser la chaîne des valeurs qui part de l'élevage, justement, jusqu'à la commercialisation?
Alors, c'est vraiment, je vous remercie de cette question parce qu'elle me donne l'occasion de faire la promotion d'un travail important que le gouvernement a fait, c'est organiser le recensement général de l'agriculture. Le dernier recensement général de l'agriculture date de 1973. En 2018, nous avons lancé le recensement général de l'agriculture et les premiers résultats sont disponibles. Alors, figurez-vous que sur la question que vous posez, j'ai consulté le recensement général de l'agriculture sur plusieurs points, mais sur la question de la proportion d'étrangers dans l'élevage, qui représente 8%. Vous voyez, les idées reçues. Donc, ce recensement va nous permettre d'avoir des données disponibles, des données fiables, des données qui sont scientifiques pour pouvoir avoir nos discussions, nos échanges et surtout élaborer les politiques publiques. Donc, contrairement à l'idée reçue, non, le secteur de l'élevage n'est pas aux mains des étrangers. C'est 8% des éleveurs qui ont été recensés à travers le pays. Merci pour ces réponses exclusives sur le plateau de Face à vous. Vous allez répondre donc désormais aux questions de vos compatriotes. Monsieur le ministre, je voudrais savoir, le Sénégal, pays de l'Afrique de l'Ouest, et le Cameroun, pays de l'Afrique centrale, n'importent plus de la volaille dans leur pays. Pourquoi au Gabon, nous continuons quotidiennement, je peux dire, à recevoir des poulets importés de l'extérieur? Alors, monsieur le ministre, ma question est claire. Dites-nous concrètement, depuis votre arrivée à ce département, notamment au ministère de l'Agriculture, dites-nous ce que vous avez apporté concrètement. De manière pratique, quelles sont les retombées du programme Graines? Les populations, justement, peuvent ou encore ont eu ou bien peuvent avoir de ce programme Graines. Monsieur le ministre, on vous a vu récemment à Kango démarrer la ZAP. C'est quoi exactement le concept de la ZAP? Monsieur le ministre, on vous voit beaucoup dans l'action. La population voudrait savoir, avez-vous vraiment les moyens de votre politique? Moi, je suis un jeune Gabonais, je suis bel et bien intéressé par l'agriculture. Mais qu'est-ce que les pouvoirs publics attendent faire de nous, les jeunes qui sommes intéressés par ce secteur-là? Monsieur le ministre, vous avez écouté vos compatriotes, la question des importations revient encore. Comment on inverse la tendance aujourd'hui? Comment le Gabon peut-il aujourd'hui cultiver ce que lui-même il va consommer? Alors moi je vais commencer par répondre à mes compatriotes en les remerciant d'avoir pris de leur temps pour poser ces questions. Ce sont des questions importantes et sur lesquelles nos concitoyens méritent d'être édifiés. La première question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est celle de savoir est-ce que dans l'action que je mène, j'ai les moyens. Vous savez, les membres du gouvernement mettent en œuvre la vision politique du président de la République, chef de l'État. Le président de la République, chef de l'État, a toujours manifesté un engagement déterminé dans le développement de l'agriculture. Je vais prendre quelques exemples. Lorsque le président de la République décide de légiférer par ordonnance, donc pour prendre une loi sur la politique semencière, c'est que nous avons les moyens les plus importants, c'est-à-dire la volonté du chef de l'État. Lorsque nous avons son soutien, lorsqu'il signe 5 décrets qui créent les zones agricoles à forte productivité, nous avons les moyens, le gouvernement a les moyens, parce que le chef de l'État est vraiment le moteur de l'action gouvernementale. Donc les moyens, nous les avons parce que c'est la volonté de la plus haute autorité du pays. Ceci dit, comment on inverse la tendance des importations? La tendance des importations, lorsque, encore une fois, je vais aborder la volonté du chef de l'État, elle se matérialise par l'adoption au Conseil des ministres, lors du dernier Conseil des ministres, d'un projet de loi d'orientation de l'agriculture au Gabon, qui dispose que désormais, 50% minimum des approvisionnements des acteurs de la distribution en produits naturels ou transformés agricoles doivent se faire au Gabon. C'est une volonté. C'est comme ça qu'on finit par, non pas contraindre, mais emmener l'ensemble de l'écosystème à comprendre que le moment est venu de favoriser la production nationale. Favoriser la production nationale en l'achetant, favoriser la production nationale en s'engageant dans la production. Et c'est important de savoir que
il y a ce message politique et économique envoyé par le chef de l'État à nos concitoyens, de quelque catégorie qu'ils soient, et signe un moment, un sursaut national. Si le Sénégal et le Cameroun l'ont fait, on va dire pourquoi pas le Gabon. Nous avons choisi une méthode graduelle, mais qui est une méthode à laquelle nous croyons. Nous avons choisi d'emmener l'ensemble des acteurs de notre économie à converger vers le fait de produire au Gabon. Mais alors, la raison principale pour laquelle nous devons réduire nos importations, c'est que les importations sont largement en concurrence avec notre production nationale. Les importations sont subventionnées dans leur pays de production, les principaux pays dans lesquels nous tirons nos importations. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui on produit assez déjà au Gabon pour alimenter tout le marché national? Alors nous ne produisons pas assez pour alimenter tout le marché national, mais ce que nous faisons, c'est mettre les conditions en termes législatifs et réglementaires de développement d'une production nationale. Peut-être l'occasion de répondre aussi au bilan du programme Graines. Et ces conditions passent par le fait de réduire les importations et de s'orienter tous vers le consommé local. Je voudrais insister sur cette question parce que la pandémie de la Covid-19 a montré à quel point les systèmes alimentaires pouvaient être perturbés. Oui. Perturbés dans la logistique, donc le transport de marchandises, perturbés dans le déplacement des personnes avec les confinements, et donc perturbés dans l'approvisionnement des ménages avec des prix, des commodités, le blé, soja, maïs, à travers le monde par exemple, qui ont connu près de 400% de hausse pour le maïs et le soja. Le blé a pris 140% depuis un an. Donc, avec l'augmentation de ces cours, on voit bien que nous sommes, étant extravertis, nous sommes vulnérables. Le plan d'accélération de la transformation prévoit que nous augmentions les quantités de produits locaux cultivés chez nous, notamment 279 000 tonnes supplémentaires de manioc, 267 000 tonnes de bananes. Ça demande que nous déployons tous autant que nous sommes. Déjà sur ce plateau. Ce que prévoyait déjà le programme Graines? C'est ce que prévoyait le programme Graines. Mais le programme Graines, il faut d'abord saluer cette formidable initiative du président de la République de lancer un programme qui mobilise l'ensemble des Gabonais et de faire en sorte qu'il se déploie à travers le pays. Le programme Graines s'est déployé. Il s'est déployé dans les conditions dans lesquelles il s'est déployé, c'est-à-dire dans un pays où nous n'avions pas les fondamentaux que j'ai énumérés au départ. Les premiers fondamentaux, c'était des semences. Nous avons fait venir des semences de l'étranger qui n'étaient pas forcément adaptées à nos sols, qui n'étaient pas forcément en adéquation avec notre pluviométrie, notre climat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre propre semence? Aujourd'hui, nous sommes engagés dans la production de semences nationales au travers des différents laboratoires que nous déployons. Vous avez un laboratoire de Wave qui est spécialisé sur le manioc, sur les maladies virales du manioc, pour les extraire au maximum des plants et faire en sorte que nous puissions avoir des plants de haut rendement, passer de rendement de 5 à 6 tonnes à l'hectare par an à 40 voire 50 tonnes de manioc à l'hectare et à l'année. Et voilà, c'est-à-dire que Graines s'est heurté à ça. Graines s'est heurté également à une situation où nous n'avions pas je dirais, un aménagement des sols qui s'est fait forcément de manière adéquate. Nous n'avions pas nous avions des coopératives qui avaient été pour certaines un peu trop spontanées, pas forcément faites sur la base de la passion agricole. C'est bien de faire ce bilan de Graines, Monsieur le ministre. Absolument, et c'est important de le reconnaître parce que le programme Graines a été une expérience grandeur nature à l'échelle du pays qui nous a permis. Et les populations y ont cru, Monsieur le ministre. Mais les populations y ont cru et elles peuvent continuer d'y croire parce que le programme Graines en réalité n'est pas mort. Mais laissez-moi faire le bilan puisque vous avez souhaité qu'on fasse ce bilan. Graines nous a permis de découvrir un certain nombre de failles dans notre modèle. Notamment, lorsque vous prenez le programme Graines, près de 90% des plantations ont été dévastées par les pachydermes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase où tous les enseignements du programme Graines ont été tirés.
nous avons mobilisé des fonds, encore une fois grâce au leadership du président de la République, auprès de la Banque africaine de développement pour le projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1. Ce projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1 va se déployer. Nous avons tenu il y a quelques jours le comité de pilotage de ce programme pour, comme je vous disais, l'École nationale de développement rural d'Oyem pour former, pour également avoir commencé à déployer des centres de multiplication des végétaux, c'est-à-dire que les végétaux qui sont produits au sein de nos laboratoires sont développés dans les centres de multiplication des végétaux pour qu'au plus près des producteurs, nous puissions leur donner la meilleure semence. Également, des plateformes multiservices destinées à l'aménagement des terres, gérées par l'Agence de développement agricole du Gabon, qui est une agence qui est là pour aménager et donc apporter aux agriculteurs un vrai soutien, une vraie présence là où ils sont, mais toucher les vrais agriculteurs. Parce que ceux qui restent désormais, à ce stade de la mise en œuvre du programme Graines, ceux qui restent, ce sont les plus résilients. Ce sont les vrais agriculteurs, ce sont ceux qui ont résisté malgré la difficulté. Et c'est ceux-là que nous allons soutenir, c'est ceux-là que nous allons accompagner. Et d'ailleurs, l'accompagnement est déjà en cours puisque la Sotrader est devenue aujourd'hui une entité qui s'est développée dans la distribution, dans l'approvisionnement. Pendant le premier confinement, la Sotrader est allée dans les provinces. Exactement, ça a été visible, l'action de la Sotrader. Tout à fait. Oui. Donc, c'est cela aujourd'hui, le programme Graines. Quand on vous parle de programme Graines, les gens doivent comprendre que c'est comme un enfant qui était tout petit. Aujourd'hui, il se développe, mais se développe sur des bases solides. Grâce au laboratoire que nous avons, nous pouvons apporter beaucoup plus de force, beaucoup plus de dynamisme dans ce programme Graines et de durabilité dans ce programme Graines. Alors ZAP, ces zones agricoles à forte productivité, et les ZAP sont également une solution pour atténuer le conflit homme-faune et le transformer en cohabitation. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci Marielle pour la pertinence de votre question et d'avoir apporté celle de vos compatriotes. Monsieur le Ministre, on va passer à la deuxième partie, le face-à-face. Et notre invité surprise va s'installer à la place de Marielle. Allez. Deuxième partie de ce numéro de Face à vous. Bonsoir, Monsieur Grégory Miamé, bienvenue. Merci, vous êtes agronome, CEO de GM Consultant, cabinet d'études et de conseil agricole. Présentez-nous en quelques mots ce que c'est que GM Consultant. GM Consultant. Oui. Alors, GM Consultant, c'est un très jeune cabinet composé de jeunes Gabonais, agronomes, techniciens agricoles et agroéconomistes. Et le cabinet a pour vocation d'accompagner et de soutenir tout projet agricole et rural. Très bien. Alors, question, vous avez des questions à poser à Monsieur le Ministre, vous avez en face de vous. Profitez-en, le débat est ouvert. D'accord, merci. Alors, Monsieur le Ministre, bonsoir d'abord. Bonsoir. Et je suis très ravi aujourd'hui de partager cette émission avec vous. Merci. Alors, depuis quelques années, on constate un regain d'intérêt pour l'agriculture, qui fait suite en particulier à la mise en évidence de son rôle central dans les stratégies de réduction de la pauvreté, de la faim et de la création d'emplois. Donc, mais les difficultés dans ce secteur sont assez nombreuses. Aujourd'hui, quelle est la stratégie adoptée par le ministère de l'Agriculture pour pallier à certains problèmes qui empiètent sur l'exploitant gabonais? Merci pour votre question et je suis aussi ravi que vous d'être dans cet échange. L'exploitant gabonais est de plusieurs types, on va dire l'agriculteur, l'éleveur et le pêcheur. L'agriculteur est principalement confronté à un problème de terre, de terre aujourd'hui, un foncier sécurisé. C'est dans ce cadre que nous adressons ces besoins en mettant à la disposition des Gabonais des terres agricoles. D'ailleurs, la commission d'affectation, la première session de la commission d'affectation, d'attribution de terres sur les zones agricoles à forte productivité s'est tenue en analysant près de 800 dossiers et elle continuera son travail et les souscriptions continueront sur le site des ZAP Gabon. Mais l'ensemble des agriculteurs gabonais ne sont pas justement forcément destinés à être dans les zones agricoles à forte productivité.
il existe des zones en dehors de ces endroits. Et ce que nous comptons faire, c'est travailler vraiment dans une étroite collaboration avec les municipalités pour pouvoir dégager des espaces pour faire de l'agriculture urbaine et périurbaine. C'est déjà pour adresser cette première phase. Nous travaillons à la formation du Gabonais pour qu'il puisse avoir un profil, être distinct de celui qui n'a pas de formation. On ne parle pas de l'ingénieur agronome, mais on parle de l'agriculteur de base. Et à côté de ça, de la formation, du foncier et de la formation, c'est faire en sorte qu'il puisse avoir accès à des intrants de qualité. C'est pour ça que nous nous sommes engagés dans la mise en œuvre d'une politique semencière pour avoir des semences de qualité. On sait que la semence est à la base de la réussite dans la plantation, la base des rendements. Nous travaillons également à bien encadrer les pratiques sur les exploitations, avec un encadrement grâce aux médecins vétérinaires, grâce aussi à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire pour promouvoir une agriculture éco-responsable. Et bien entendu, beaucoup reste à faire pour améliorer l'encadrement, le conseil agricole. Et ça, c'est le rôle de l'Agence de développement agricole du Gabon que nous avons commencé à structurer il y a quelques années et à laquelle nous donnons toute sa place dans l'accompagnement des agriculteurs. D'ailleurs, c'est une agence qui va se déployer en reprenant une partie de nos organisations, enfin de nos organes déconcentrés à travers les provinces pour pouvoir apporter beaucoup plus de présence dans le conseil. À côté de ce conseil, vous avez bien entendu l'accès au financement qui est important. Lorsqu'on réunit le foncier, le savoir-faire, les intrants de qualité et qu'on est dans une chaîne de valeur, donc on constitue des chaînes de valeur, alors on peut avoir accès à des financements. J'ai parlé tout à l'heure du fonds de développement agricole que nous allons mettre en place avec la Banque africaine de développement, mais il y a également l'ensemble du système bancaire. Et ici, c'est pourquoi le cadre de ces concertations est important, les concertations nationales sur les systèmes alimentaires, pour que chacune des franges de notre société puisse apporter une contribution pour améliorer la qualité et l'organisation de notre système alimentaire. Alors, peut-être que M. le ministre a répondu à plusieurs de vos questions, voilà, apparemment, ce qui réduit peut-être nos temps de débat, mais vous avez aussi d'autres questions pertinentes à lui poser. En fait, je voulais rebondir sur la réponse, l'accès au financement. Vous savez très bien que pour parler de développement agricole, l'accès au crédit est très important. Aujourd'hui, on n'a aucune institution financière capable de pouvoir apporter un crédit à un exploitant agricole. Aujourd'hui, vous êtes ministre. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça aujourd'hui? Alors moi, je peux répondre des choses qui sont très très simples. Je pense qu'il y a deux écoles dans le financement de l'agriculture. La première qui dit qu'il faut absolument avoir une banque agricole, qu'il faut absolument avoir des fonds agricoles. Oui, oui. Et la deuxième école, comme celle de plusieurs pays, en tout cas plusieurs dirigeants de banques avec lesquels j'ai discuté et j'ai échangé, notamment le patron de la banque agricole du Crédit agricole du Maroc, qui, bien qu'étant une banque à vocation agricole depuis plusieurs années, oui, lui-même a dû devenir une banque universelle pour amortir les créances douteuses accumulées dans le secteur agricole. Oui. Donc, le secteur agricole est malgré tout un secteur à risque, comme tout secteur de l'entrepreneuriat. Et le plus important pour moi, la stratégie, c'est de mettre en œuvre des bureaux agricoles, en fait des agri-desks, et renforcer les capacités des banquiers actuels, parce que financer l'agriculture, avant tout, c'est connaître l'agriculture. C'est pas parce qu'on est banquier qu'on connaît le cycle d'organisation d'une campagne ou qu'on connaît le métier de pêcheur. Lorsqu'un pêcheur va et organise une marée, on ne sait pas forcément comment se positionner. Donc le plus important, c'est de former les banquiers dans la connaissance du secteur agricole, et cela fait partie des programmes que nous allons lancer justement pour apporter une meilleure présence des banquiers. Mais il y a aussi la partie citoyenne. Je veux dire, une banque qui doit soutenir les banquiers, les banques doivent soutenir le plan d'accélération de la transformation, doivent soutenir l'orientation stratégique du gouvernement, et il faut qu'on les y incite également. Aujourd'hui, nous avons encore 5 minutes. Et là, vous parlez de financement. Mais aujourd'hui, on forme un jeune.
on met tout en place, c'est-à-dire on forme sur la production, la commercialisation, la transformation, il n'y a pas de souci. Mais on se rend compte qu'après la formation, le jeune, étant donné qu'il reçoit son attestation, n'a aucun suivi et aucun moyen de pouvoir se lancer lui-même dans l'activité. Aujourd'hui, qu'est-ce que le ministère préconise sur ça? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, excusez-moi, monsieur le ministre, on s'est rendu compte que on a tellement formé de jeunes, comme le village graine de Bolokobwe. Il y a aussi d'autres agronomes qui forment de part et d'autre dans chaque province. Mais on se rend compte qu'au final, les jeunes retournent à la maison malgré l'attestation qu'ils ont. Alors, la particularité déjà du village graine de Bolokobwe, c'est que c'est une initiative que nous souhaitons dupliquer. Parce que déjà, les jeunes ne reçoivent pas une attestation, mais ils reçoivent un diplôme. D'accord. C'est différent. Et c'est pour ça que nous avons insisté pour faire un diplôme, pour ne pas qu'on dise une attestation. Vous voyez, c'est comme un bout de papier. Oui. Aujourd'hui, ils reçoivent un diplôme. Donc, c'est la reconnaissance par l'État, par le ministère de la formation professionnelle de leur formation. Le programme qui est mis en place avec la Banque mondiale, avec le ministère de la formation professionnelle, avec les professionnels du ministère de l'Agriculture, c'est de former ces jeunes, de leur donner un métier et de faire en sorte qu'après, nous les installions sur des terres qui sont à notre disposition. On les installe et on les installe avec un financement. Et ils sont encadrés ils font partie d'un écosystème et donc ils ne sont plus juste formés et laissés à eux-mêmes. Au contraire, ils sont formés, valorisés, encadrés pour apporter des résultats. Maintenant, c'est sûr, c'est comme tout. Hein. Il y a forcément des jeunes qui vont moins bien s'en sortir que d'autres. Mais en tout cas, tous les efforts auront été faits pour ne pas les abandonner et pour ne pas juste faire des effets d'annonce. Aujourd'hui, quel est le bilan du programme GRAIN? On s'est rendu compte que c'est une phase d'exploitation industrielle et exploitation villageoise. Comment voyez-vous que la première phase du programme GRAIN, on octroie 62 000 hectares pour une exploitation industrielle et 8 000 hectares pour une exploitation villageoise? Sachant très bien que l'exploitation industrielle, c'est l'huile de palme. Si on prend une personne du village, par exemple de l'Ebamba, qui a son porc-épic, est-ce qu'il va l'accompagner avec l'huile de palme? Il l'accompagne avec soit du manioc, du banane plantain, de l'igname, du taro. Logiquement, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est à la bourre, ce genre de choses? Alors moi, je vais vous répondre de manière très simple. Vous êtes un ingénieur agronome, on va parler rendement. Le plan d'accélération de la transformation, comme je le disais tout à l'heure, prévoit d'augmenter les quantités produites de manioc de 279 000 tonnes et la production de bananes de 267 000 tonnes. Nous avons fait notre calcul. Avec 40 000 hectares, on arrive avec de bons rendements à réaliser ces performances. Donc, la culture vivrière, les rendements de la culture vivrière et les rendements de la culture de rente ne sont pas les mêmes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand un acteur qui vient déployer des cultures de rente arrive dans notre pays et déploie des moyens importants pour développer une filière. Là, d'ailleurs, le groupe Olam est en train de mettre en place un système d'irrigation à hauteur de 67 milliards de francs CFA, qui est le plus grand système d'irrigation dans le monde. Je veux dire, il y a vraiment une prouesse, il y a vraiment une volonté de faire en sorte qu'on puisse développer les choses. À nous de bien encadrer pour voir le respect de l'environnement, pour voir le respect des engagements sociétaux et environnementaux. Mais vous avez raison. Le programme GRAIN avait deux objectifs. C'était développer les cultures de rente en régie par la Sotrader, mais également développer la partie culture vivrière. Maintenant, nous savons tous que c'est la partie vivrière qui a été le parent faible ou le maillon faible du programme GRAIN. Nous sommes en train de corriger. Mais nous allons corriger ça comment? Nous allons corriger ça avec l'engagement de nos concitoyens. Vous êtes, ingénieur agronome. Vous savez très bien que l'agriculture, c'est un métier. Sinon, vous en avez fait le vôtre. Ce dont nous avons besoin, c'est que ceux dont c'est le métier s'engagent dans la production agricole. Et nous avons aujourd'hui pour vous des terres à disposition. Nous avons la capacité de compter sur vous et de faire de vous une locomotive dans le secteur. Donc, si vous vous engagez,
vous pourrez être un tracteur, une locomotive pour l'ensemble des petits qui viendront se mettre autour de vous, vous ayant la formation, vous étant entouré d'un certain nombre de personnes qui peuvent faire en sorte que nous transformions cette volonté politique en réalité. Donc, si vous voulez, c'est un peu un tournant où il ne s'agit plus de regarder les choses de loin et de les critiquer. Nous, maintenant, on veut votre contribution, on veut votre engagement, et on a d'a priori sur personne. Nous sommes tous des Gabonais, nous sommes tous concernés par le développement de notre agriculture. Vous voyez bien, en Europe, ce n'est pas moi qui vous ferai injure. Vous savez bien qu'en Europe, c'est l'enjeu économique, la politique agricole commune. Donc aujourd'hui, moi je suis ravi de rencontrer un ingénieur agronome et de me dire, Grégory, nous avons la possibilité, en termes de génération, de faire des choses. Et c'est ça la magie du Gabon en ce moment, c'est qu'on nous donne la possibilité d'être en situation de faire des choses. Et c'est aussi ça la magie de Face à vous, de favoriser des rencontres. Malheureusement, on va s'arrêter, mais vous comprenez toute la sympathie de Monsieur le ministre qui vous invite de façon assez contournée et sympathique à le rencontrer. Monsieur le ministre, c'est la fin de ce numéro de Face à vous, mais pour les téléspectateurs qui se sont demandés qu'est-ce que c'est que ces deux paniers juste avant. Écoutez, en tant que ministre de l'Agriculture, je ne pouvais pas ne pas faire la promotion des produits Made in Gabon. Ce sont des produits fabriqués par les femmes de la FENATAG, la Fédération nationale des transformateurs de produits agricoles du Gabon. Voilà. Vous avez de quoi vous délecter. Vous avez également des produits également Made in Gabon, approvisionnés sur un marché purement gabonais. Et il n'y en a pas des masses. La Sotrader est là pour... il y a toute une équipe derrière moi, c'est pas pour moi seul pour assurer les téléspectateurs. Mais tout dépend de votre appétit. Oui. Mais dans tous les cas, voilà, il y a des choses qui se font dans notre pays. Elles continueront de se faire, tous ensemble. Et vous savez, ces femmes de la FENATAG, c'est à partir de 2017 qu'elles ont été formées par la FAO dans une coopération entre le ministère des PME et le ministère de l'Agriculture. Et voilà, aujourd'hui, leurs produits sont là. Je pense qu'en continuant de les accompagner, elles réussiront à faire notre fierté. Et surtout, tant que tous nous serons préoccupés par le consommé local, je pense que les choses iront bien. Merci. C'est la preuve donc que le ministère de l'Agriculture vit. Et voilà, on le voit très bien, on est tous contents. Vous aussi, en tant qu'agronome, Monsieur Grégory Miamé, d'ailleurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes agronome, CEO, GM consultant, cabinet d'études et de conseil. Monsieur le ministre, c'est la fin de ce numéro de Face à vous. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour toutes ces précisions, ces éclaircies. On va se retrouver. Merci. Voilà, on va se retrouver prochainement. Portez-vous bien entre-temps. Allez.